Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler d'Unicode, parce qu'en fait on manipule tous des chaînes de caractères au jour le jour quand on fait du dev, et malheureusement on connaît très peu les spécificités d'Unicode, même si on en utilise un peu tout le temps. Et encore merci pour avoir octroyé ce petit créneau pour présenter Stock. Ah, ça va marcher. Non, ça ne va pas marcher. On va le faire autrement. Je disais qu'on on utilise tous des chaînes de caractères. Tout simplement, on a tous commencé par un truc qui ressemble à ça. Moi, j'avais commencé avec du C++, donc on avait le petit Hello World avec std-cout et std-endline à la fin. Mais finalement, on manipule très rapidement des chaînes de caractères quand on apprend le développement, que ce soit avec cet exemple en C++ ou avec des exemples en JavaScript ou dans d'autres langages de programmation. Ça commence souvent par une sorte d'Hello World où on va manipuler une chaîne. Donc des chaînes, on en a un peu de partout, je dirais même qu'on en a vraiment de partout. Ça va des user inputs qu'on va recevoir aux chaînes de caractères qu'on va présenter à l'utilisateur. On a besoin de ça pour être en mesure d'échanger dans les deux sens avec nos utilisateurs, pour recevoir et émettre des informations. Pour ceux qui ont eu la malchance, on va dire, de tomber dans ces travers d'encodage, vous avez sûrement, ça vous rappelle sûrement quelque chose, donc ces fameux caractères bizarres qui apparaissent au milieu d'un texte et on ne sait pas pourquoi ils apparaissent comme ça. Et on trouve des tutos en ligne qui nous expliquent qu'il faut cliquer sur un bouton, aller chercher en coding, et puis il y en a un qui marche souvent, on clique sur Unicode et ça marche, ou sur UTF-8 ou des trucs comme ça. Il y avait la même chose sous Chrome, ça a disparu, ça n'existe plus si je ne dis pas de bêtises. C'est maintenant totalement automatique. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'était automatique. Et Notepad++ a aussi des options comme ça. Bref, vous avez peut-être déjà été confronté à cette problématique de c'est quoi ce UTF-8, c'est quoi ce Windows 12.52, c'est quoi ce Unicode ou c'est quoi ce BOM. Et l'objectif de Stock, ça va être d'essayer en fait d'introduire un peu ces notions autant que possible. Vous ne serez sûrement pas expert à la fin du talk de ces différentes notions, mais l'idée c'est d'avoir une petite idée de ce que ça veut dire. Avant de commencer réellement dans le vif du sujet, je me présente. Donc moi, je m'appelle Nicolas Dubien. Je suis auteur d'une lib open source qui est marquée ici, qui s'appelle FastCheck. J'en parlerai un tout petit peu plus tard. Sinon, je travaille à Pigment sur un logiciel de business planning. On écrit une app, qui est une sorte d'Excel sous stéroïdes. J'aime bien dire ça comme ça. On a beaucoup de data, des trucs qui ne tiennent pas du tout dans Excel aujourd'hui, avec des temps de reload qui doivent être faibles. Et c'est du React, et pour le back, c'est du C#. On a aussi du end-to-end type generation. Nous, on est basé sur du NSWAG, parce qu'on a du C#, donc on a la TypeSafety, mais l'idée est exactement la même. Et vous pouvez me retrouver sur mon GitHub, mon Twitter. Je vais passer au vif du sujet, mais pour bien comprendre ce que c'est que l'encodage et ce que c'est qu'Unicode, il faut revenir au début de l'informatique. Au début de l'informatique, on a eu besoin de créer des trucs pour pouvoir échanger, parce qu'en fait, c'est nécessaire depuis le début de pouvoir échanger avec nos utilisateurs. Au début, ça pouvait être des cartes perforées où on échangeait avec des true false, entre guillemets, mais très vite, le besoin d'écrire des infos pour l'utilisateur en input et en output est venu, et on a eu besoin de pouvoir s'exprimer et de laisser l'utilisateur s'exprimer. Donc, très rapidement est venue l'idée de créer ASCII. ASCII, c'est 128 caractères et non pas 256, c'est super important. 128 caractères, c'est sur 7 bits. Donc, vous avez un byte, c'est 8 bits. Il y a un bit qui n'est pas utilisé. Ça nous permet de représenter 128 caractères. Ici, on a tous les caractères imprimables de la spécification ASCII. Et il y en a quelques autres qui sont des caractères d'échappement, retour à la ligne, effacement, etc., qui sont des petits caractères, notamment \0 qu'on retrouve des fois dans des tutos. Mais très rapidement, ça a été limitant d'avoir cette représentation. Il manque pas mal de caractères, si vous le voyez ici, notamment tous les caractères accentués, qu'on utilise très fréquemment, en tout cas en Europe et en France particulièrement. Donc, le besoin d'avoir plus de caractères est venu assez rapidement. Et donc, on s'est dit, l'idée est venue de dire, on va tout simplement étendre. On a une bit qui traîne, qu'on pourrait utiliser, un bit qui traîne qui pourrait être utilisé. On va utiliser ce bit pour représenter 128 caractères de plus. C'est ce qu'on voit ici avec le Windows 12.52. On a pu rajouter 128 caractères de plus. Et ici, on voit qu'on a plein de caractères de plus. On voit, pour information, les fameux caractères invisibles, les 32 premiers caractères qui sont des caractères, on va dire, d'échappement ou des choses comme ça. On voit qu'ils sont là. Mais il y a un petit problème avec l'ASCII étendu, c'est que ce n'est pas unique. Et c'est là où le problème commence. Il y a plusieurs ASCII étendus, ils n'ont pas su se mettre d'accord, tout simplement parce qu'avec 128 caractères de plus, on ne peut pas tout représenter. Et donc, il y a plusieurs ASCII étendus, il y a plusieurs spécifications d'ASCII étendus. On a notamment
tous les formats ISO. Donc, j'en présente 2 ici qui sont le ISO 88590 et le 88591. Et il y a des trucs un peu fancy, on va dire, dans ces différents ISO. C'est que, par exemple, le caractère monétaire en version 0, je vais l'appeler 0, c'est un petit rond avec une croix derrière. Et si vous envoyez un mail avec ce petit symbole monétaire à quelqu'un qui est en Europe, qui utilise le -1, là, il va recevoir un symbole euro, ce qui peut être plutôt embêtant si vous avez des factures envoyées. Plutôt, ça peut être intéressant suivant le cours actuel. Alors ça, il y en a 16 différents des ISO 8859. Il y a celui que je vous ai montré tout à l'heure, ce n'en est pas un, c'est le Windows 1252, ça en a encore un autre. Et il y en a pléthore d'autres. Donc des ASCII étendus, il y en a plusieurs, ils n'ont pas su vraiment se mettre d'accord. C'était chaque pays a son propre truc. Et tant qu'on n'échange pas trop, c'est pas trop problématique. Mais avec Internet et tout ce qui est arrivé après, on a eu besoin d'échanger de plus en plus. Donc avoir des trucs un peu archaïques comme ça n'allait pas le faire. Et devoir changer dans son Notepad++ en fonction de ce qu'on reçoit, c'était un peu difficile pour des utilisateurs lambda. Donc Unicode est arrivé. C'est arrivé en 1991. L'idée, c'est de remettre un peu à plat tout ce qui a été fait. C'est de remettre un peu, de repenser tout ce qui a été fait et d'essayer d'avancer vers quelque chose de mieux. L'idée, c'est pas de recréer from scratch, parce qu'il y a de l'existant, il ne faut pas partir de zéro, il faut partir avec les problèmes de l'existant et l'améliorer si on peut faire ça. Unicode vient avec une distinction assez claire entre 3 concepts, et c'est ça qui est la clé, je pense, de ce consortium, de ce qui est sorti de ce consortium, qui existe encore. Il y a une notion de code unit, c'est comment on va stocker en mémoire. Je reviendrai plus en détail dessus, mais vous pouvez voir ça comme comment on stocke. Il y a une notion de code point, c'est vraiment la partie sur laquelle Unicode se focus, c'est définir en fait comme un dictionnaire tel caractère. Le caractère numéro 50, c'est par exemple, je ne sais pas, un A, c'est pas celui-là potentiellement, mais Unicode va définir ce caractère à la position 50, c'est tel caractère, mais il ne va pas définir comment le stocker. C'est la partie code unit qu'on verra un tout petit peu après. Et enfin, il y a une partie qu'on nommait très souvent, c'est la partie graphème. L'utilisateur, il ne raisonne pas en caractère, ni en code unit, ni en code point. Il s'en fout du stockage, il s'en fout du dictionnaire Unicode. Nos utilisateurs, ils s'intéressent au caractère. Donc, c'est un A accent aigu, c'est un A avec un accent, c'est pas un A et un accent, c'est une entité. Donc, l'idée, c'est vraiment, le graphème, c'est l'entité graphique, c'est ce que l'utilisateur voit. Souvent, on nommait cette partie quand on développe. C'est un des trucs les plus durs, je pense, à gérer aujourd'hui, malgré toutes les libres qui existent. Unicode, le point, c'était de dire, finalement, 256, c'est vraiment pas suffisant, on va aller vraiment loin. On va rajouter 2 zéros en plus, et puis on va rajouter un petit 10 devant. Donc ça fait vachement plus de trucs. J'ai plus le chiffre en tête de combien ça fait, mais faire 65 536 x 16, ça fait beaucoup. Et dans ce range, bien évidemment, dès le début, il y avait beaucoup de trucs qui étaient non définis, et il y en a certains qui sont restreints, on va dire. Je reviendrai un petit peu sur ces cas particuliers, mais grosso modo, Unicode s'étoffe de jour en jour. Vous avez des nouveaux emojis qui apparaissent, et c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont de la place, ils peuvent les créer et les mettre dans ces différentes places. Unicode, donc, comme je disais, c'est un dictionnaire qui va dire pour tel code point, donc c'est une position dans le dictionnaire, page 50, etc. Voilà le nom du caractère, voilà les règles qui permettent de le combiner. Par exemple, un A va pouvoir utiliser des caractères accentués. Et voilà des représentations visuelles. C'est juste à titre d'information. Les représentations visuelles, elles sont propres à la police. Chaque police peut choisir d'implémenter ce qu'elle veut. C'est juste des guides pour donner des exemples. Notamment sur les emojis, ils donnent un petit peu des exemples de à quoi ça doit ressembler. C'est pas toujours suivi. Mais Unicode ne vient surtout pas avec le stockage. Donc là, justement, Unicode, le problème, c'est qu'on va juste avoir des ID. On va pouvoir dire, voilà, c'est le caractère 5, le caractère 3, mais on ne sait pas les stocker. Donc on est plutôt embêté. C'est là qu'arrive le principe d'encodage. Vous avez sûrement entendu parler d'encodage, et Unicode n'est pas du tout un encodage. C'est un dictionnaire qui va vous expliquer ce que sont les caractères. L'encodage, c'est la partie code unit. Et l'encodage, en fait, ça va être réparti en plusieurs. Il y en a plusieurs. J'en ai mis un subset. Là encore, il y a pléthore de subsets. Il y en a des spécifiques pour la Chine, par exemple, pour des raisons d'optimiser leur stockage à eux et pas optimiser notre stockage, ce que font très bien ces trucs-là. Il y en a certains qui sont vraiment utilisés, d'autres qui le sont beaucoup moins. On va en prendre, on va voir rapidement ces quatre cas. UCS2, je dirais que c'est le plus utilisé aujourd'hui dans l'industrie, même si très peu de gens le connaissent. Et beaucoup de gens considèrent qu'ils font de l'UTF-16. Malheureusement, ils font souvent de l'UCS2 et pas de l'UTF-16. C'est celui que vous avez en JavaScript, c'est celui que vous avez en C#, c'est celui que vous avez en Java en général. C'est la plupart des langages modernes, on va dire, de cette période-là.
Les post C++ et peut-être avant Rust, je ne sais pas exactement ce qu'a choisi Rust pour être franc, mais en tout cas, tous ces langages vont avoir de l'UCS2. UCS2, c'est 2 bytes de storage, donc chaque caractère va occuper 2 bytes, donc 16 bits. Vu qu'il y a plus qu'une byte, il y a une notion de BOM, byte ordering. Byte ordering, ça veut dire qu'on ne sait pas dans quel ordre il faut lire les caractères, il faut dire au PC dans quel sens on doit lire les caractères. C'est ce qu'on appelle, souvent on réfère à Little Indian ou Big Indian. Le byte ordering, c'est un petit caractère qu'on met au début d'un fichier, en général, qui va permettre à l'OS ou au logiciel qui est censé ouvrir le fichier de comprendre dans quel sens on doit lire les bytes sur de l'UCS2, par exemple. Mais il y a énormément de problèmes avec l'UCS2, et comme je vous dis, c'est celui qui est utilisé dans tous les langages de programmation modernes, on va dire, surtout JavaScript qui nous intéresse aujourd'hui. C'est que c'est uniquement 2 bytes de long, donc sous-entendu uniquement 65 500 caractères. Il en manque un facteur 16. Et en fait, UCS2 n'est pas capable de représenter, il ne représente qu'un 16e des caractères. Il y en a 15 fois plus qui ne sont pas représentables avec cette technologie. On va voir que dans les langages actuels, on a des palliatifs, mais on n'a pas vraiment de vrai fixe qui existe pour ça. Donc en fait, UCS2 va représenter vraiment un 16e du scope Unicode. Juste pour info, parce que je parlais de backward compatibilité, Unicode, dans les idées qu'ils avaient aussi, c'était de ne pas casser l'existant. Ça, c'est un petit snippet qu'on retrouve très souvent en C ou C++, enfin, c'est compatible avec les deux langages, où on va vérifier la fin d'une chaîne de caractères avec un caractère qui s'appelle \0. La chaîne Hello, par exemple, ça va être 48, 65, 6C, et vous pouvez lire la suite. Par contre, si on commence à l'encoder avec UCS2, on a des zéros qui apparaissent un peu de partout. Autant dire que l'algorithme de Lenf, il va avoir quelques petits soucis pour opérer correctement. Pareil, si on est en Big ou Little Indian, je ne sais plus lequel est lequel, mais grosso modo, ça se passe mal dans les deux cas. C'est une petite parenthèse là-dessus. UTF-16, alors UTF-16, c'est celui qu'on aimerait avoir enfin, potentiellement, c'est un de ceux qu'on aimerait avoir dans nos langages de programmation modernes. En tout cas, on ne voudrait pas UCS2, parce que c'est peut-être pas le meilleur choix, en tout cas aujourd'hui. Il commence pareil qu'UCS2, 2 bytes de longueur, mais il peut être constitué, un caractère peut être encodé sur une ou deux codes units. Donc, code unit, c'est vraiment la séquence, la taille minimale d'une unité de stockage. Donc, en UTF-16, on peut avoir entre une et deux codes units pour représenter un caractère. Ça va nous permettre de représenter en fait tous les caractères grâce à ça. Vu qu'on a plus d'une byte sur le code unit, pareil, byte ordering requis. Et contrairement à UCS2, il y a une petite spécificité, certains caractères sont totalement interdits. En UCS2, ils sont autorisés, ce qui fait qu'en JavaScript, vous pouvez très bien utiliser ces caractères, mais si vous vous amusez à les envoyer à un serveur, ça va crasher très rapidement, parce que JavaScript ne va pas vouloir les sérialiser. Juste pour donner un exemple des problèmes qu'on a quand je dis que par exemple, JavaScript ne va pas gérer très bien UTF-16, ici j'ai un caractère UTF-16 totalement valide, c'est un seul code point en termes Unicode, c'est le caractère 1F431 qui est un chat, un joli caractère emoji chat. Ce caractère, si on demande en JavaScript sa taille, il va nous dire ça fait 2, parce qu'en fait il va compter le nombre de codes unit et pas le nombre de codes point. Donc déjà on a un petit problème là-dessus. Et pire, parce que ça encore, ça va à peu près. Bon, c'est pas parfait, mais ça va. On peut couper le chat en deux. Et là, on va créer des caractères qui sont illégaux. Et là, complètement illégaux, c'est-à-dire qu'on pourra, si on essaye de sérialiser ces infos en appelant en code URI component ou des trucs comme ça va complètement cracher immédiatement. On va avoir un throw directement parce que le caractère n'est pas légal. Ensuite, il y en a d'autres. Donc, UTF-32, c'est 4 bytes de long. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail de celui-là. Toujours pareil, il y a plus de bytes, il y a plus qu'une byte, donc forcément byte ordering classique. Et celui qui peut nous intéresser pas mal, c'est UTF-8, donc parce que jusque-là, je vous ai montré des trucs qui cassent un peu tout le standard, mais il y en a certains qui sont un petit peu plus backward compatibles, on va dire, notamment UTF-8. Et UTF-8, je dirais, c'est kiff-kiff avec UCS2 en termes d'utilisation, voire plus utilisé. UTF-8, c'est celui que vous allez trouver dès que vous stockez quelque chose sur votre ordi, la plupart du temps, parce que c'est pas mal de l'utiliser, il prend moins de place, il est plus compact pour les caractères européens, enfin classiques qu'on stocke en Europe en tout cas. Et il a une code unit qui fait 1 byte. Donc en gros, on peut stocker des trucs qui font juste 1 byte, un caractère qui peut faire juste 1 byte, mais il peut aller jusqu'à 4 bytes. Donc en fait, un caractère, il va se servir du premier bit du caractère. Et à partir de ça, il sait s'il doit continuer à lire. Donc, savoir la longueur d'une chaîne de caractères, c'est un peu plus compliqué que juste compter le nombre
code unit, mais ça peut se faire. C'est totalement backward compatible avec ASCII. Quand je dis ASCII, c'est les 128 premiers caractères. Les autres, c'est pas backward compatible. On va avoir un petit exemple juste après. Et c'est le standard de communication entre services. C'est pas mal parce que le UTF-8, il fait juste 1 byte de long. Il n'y a pas de besoin de parler de byte ordering parce que finalement, on les envoie dans l'ordre. Il n'y a pas de problème d'ordering. Comment on va lire le code unit? Le code unit, il est 1 byte par 1 byte. Même s'il peut y en avoir 4, c'est toujours 1 byte de code unit. Là, j'ai quelques petits exemples. C'est vraiment des exemples très rapides, mais par exemple, si on prend le caractère A, qui est un caractère qui fait partie du ASCII normal, dans le passé, il était représenté en 0x61, ça marchait très bien. En UTF-8, c'est toujours 0x61, ça marche toujours aussi bien. Donc, si on communique avec un programme en C ou C++, on peut lui envoyer ça, il comprendra très bien de quoi on lui parle, du moment que ça reste ASCII. En UTF-16, on voit qu'il y a le petit 0 qui apparaît en fonction du big ou little, et en UTF-32, on voit qu'il y a beaucoup plus de place. Donc, autant dire, sur votre machine, ça fait 4 fois plus de place pour UTF-32. Si on prend le E accent aigu, il est en dehors du plan ASCII classique, il est dans la partie ASCII étendue. Il est juste dans les 256 premiers de l'aspect Unicode. UTF-8 va l'encoder sur deux codes units. Et puis les autres, UTF-16 toujours sur 2 et UTF-32 toujours sur 4. Et après, il y a le caractère SHA. Le caractère SHA va être sur 4 codes units, etc. Et vous remarquez qu'il n'y a pas, c'est pas forcément égaux. C'est l'encodage détermine comment on stocke. Et donc potentiellement, le F09F qu'on a sur UTF-8 n'est pas du tout la même chaîne que UTF-32 ou UTF-16. C'est vraiment, ça dépend de ce que vous choisissez d'encodage. Donc l'encodage, c'est vraiment le stockage. Et après, il faut le décodeur pour lire ce que vous avez encodé. Et donc voilà, donc, tout ça pour dire que c'était pas si easy que ça. Je vais juste rentrer dans quelques cas un peu edgy qu'on sous-estime souvent quand on gère des chaînes de caractères. Il y a des petits a priori qu'on a en général quand on manipule des chaînes de caractères. Par exemple, le fait qu'un caractère mis en majuscule fait toujours la même taille que le caractère d'origine. Par exemple, là, j'ai un headset allemand. Quand je le mets en majuscule, il fait 2 caractères, malgré le fait qu'il n'en faisait qu'un seul au début. Donc ça, c'est le premier pour commencer. On a des petits cas particuliers, donc la locale, c'est super important. C'est important de préciser sa locale, sauf si vous aimez les surprises. Mais par exemple, Istanbul, les mêmes chaînes de caractères, suivant la locale, en le mettant en minuscule, on n'obtient pas la même valeur derrière. Le i n'est pas le même. Ça dépend local US, ou je crois que c'est peut-être turc. Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas ce que c'était, je ne sais plus exactement. Ensuite, il y a des petits trucs fancy là qui sont vraiment de l'héritage de l'ASCII étendu. Donc, en ASCII étendu, ils se sont dit que faire un A tréma, c'était une très bonne idée. Puis, quand ils ont créé Unicode, ils se sont rendus compte que si on s'amusait à créer A tréma, A accent, etc., il y a beaucoup de langues qui nous poseraient beaucoup de problèmes parce qu'il faudrait créer beaucoup de caractères pour juste des trucs qu'on rajoute sur les caractères. Et donc, ils se sont dit, en fait, A tréma, c'est juste un A plus un tréma. Donc, ils se sont dit, on va définir dans un code point qui est A, un code point qui est tréma, et puis vu qu'on a le A tréma qui existe par le passé, on ne va quand même pas le détruire, on va avoir le A tréma qui est aussi un autre code point. Mais en fait, ces deux code points et ce code point sont totalement ISO d'un point de vue spec Unicode. Ils sont exactement les mêmes. C'est les mêmes. Le graphème obtenu est le même. C'est-à-dire que si vous tapez ces deux caractères à la suite, votre navigateur va vous printer, comme on le voit ici, un A tréma. C'est le même caractère. Sauf que si vous prenez JavaScript, par exemple ici, mais ça sera pareil en C#, ça sera pareil en Java, qui ont le même problème avec les caractères, vous essayez de comparer ces deux chaînes, il vous dira c'est faux. Il y a des techniques qui s'appellent les normalisations pour un peu uniformiser tout ça, pour mettre les caractères dans l'ordre, mais c'est pas... Voilà, c'est toujours bon à savoir. Bon, pour le A tréma, on peut s'amuser à les stacker, on peut en mettre plusieurs. Et pourquoi pas mettre un accent circonflexe par-dessus, on peut s'éclater. Donc là, par exemple, je parlais de graphème tout à l'heure. Le premier caractère avec les 3 trémas ici, c'est un graphème. D'un point de vue utilisateur, on a un A avec 3 trémas. C'est un caractère qui est le A avec 3 trémas après tout. Pourquoi pas des graphèmes un peu longs, on a aussi, par exemple, ici une famille avec des enfants. Par exemple, ça, c'est un graphème qui est constitué de plusieurs code points. Et ces code points, quand je vais les stocker sur mon disque, ils vont potentiellement... ça dépend quel encodage j'utilise, mais ils vont peut-être être stockés, je ne sais pas, peut-être que j'ai un encodage qui est ultra optimisé pour ce genre d'emoji, et il va peut-être faire 1 byte sur le stockage. Ou a priori, peut-être pas, mais voilà. Et après, un algo qu'on fait très souvent, et donc on fait très souvent mal pour le coup, l'algo de reverse. Reverse une string, c'est assez fréquent, donc je pense que ça vaut le coup d'en parler. Alors, reverse une string, en général, il faut mieux pas splitter. Ça ne marche pas avec le caractère SHA. Donc, en fait, dès qu'on sort du fameux plan BMP
qui est les 65 536 premiers caractères, et qu'on va dans la partie pure UTF-16, on commence à avoir des problèmes comme ça. Donc le split, en fait, il considère uniquement des codes unit, et le code unit, il fait 2 bytes en JavaScript, donc il va splitter en code unit. Et donc là, il va nous créer un caractère qui est invalide, parce que c'est pas dans le bon ordre, en fait. Il n'arrive pas à le printer. En général, c'est le petit losange avec point d'interrogation suivant les navigateurs que vous utilisez. Il y a une autre technique, c'est d'utiliser les features ES6 avec le spread opérateur. Ça va aider sur ces caractères, parce que le spread opérateur, il est intelligent, il va arriver à raisonner en code point. Donc là, sur le caractère chat, ça va bien marcher. Par contre, sur le A tréma en 2 parties, comme on avait vu tout à l'heure, ça ne va pas marcher. Parce qu'on va avoir le tréma puis le A, et donc c'est pas A tréma. Donc le reverse ne va pas marcher. On peut s'amuser avec des splits un peu plus exotiques, qui ne marchent pas non plus, ceux-là, mais ils supportent le A tréma. Et alors, le seul que j'ai trouvé pour l'instant, mais franchement, je pense qu'il ne marche pas non plus, c'est celui-là. Je l'ai trouvé sur un thread d'un mec, une personne qui parlait de ça. Je ne le tenterai pas dans une code base, en vrai. J'aurais vraiment trop peur. Il y a aussi des trucs assez fancy, il y a plusieurs caractères, il y a plusieurs alphabets dans l'Unicode, parce que c'est cool, on a plein de trucs pour stocker. Donc, on peut mettre le A latin, on peut mettre un A grec, on peut mettre un A cyrillique, et puis ça fait un A de chaque. Ça, c'est un... Vous aviez des google.com qui n'étaient pas des Google avec le O classique, mais des O un peu spéciaux. Depuis, ça a été patché. Ces caractères sont displayés de manière un peu plus lisible pour voir que les gens essayent de vous avoir, mais ça a été utilisé comme vecteur d'attaque. Putain, temps. Donc voilà, il y a plusieurs A, je crois que je ne les ai pas tous mis, pour être franc. Et c'est tout. Je voulais juste partager un lien. J'ai fait comme je disais tout à l'heure, je suis l'auteur d'une lib open source qui s'appelle FastCheck. J'avais fait un article qui expliquait comment détecter les race conditions. Je n'ai pas fait le talk dessus, mais la prochaine fois. Et j'ai un tuto qui explique comment s'en servir, comment faire le truc, et je cherche des feedbacks. Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés pour regarder le tuto et faire des feedbacks dessus, je suis preneur sur Twitter ou n'importe quoi. Voilà. Moi j'ai une question. Ouais. Sur la combinaison de plusieurs caractères pour en faire un autre, vu l'exemple que tu as donné, le A avec 3 fois et le tréma, j'ai l'impression qu'on peut combiner un peu ce qu'on veut. Et du coup, on peut mélanger des lettres avec des emojis, on peut faire une famille de chats. Alors en fait, la question c'est est-ce qu'on peut, donc sur cet exemple avec le A triple tréma, on a l'impression qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut? La réponse c'est en fait, c'est Unicode qui définit comment on peut faire ces magies. Et chaque fois qu'une nouvelle spec arrive, ils redéfinissent de manière hardcodée, on va dire, parce que tu as bien regardé. Chaque fois qu'il y a une nouvelle spec, ils disent voilà, ce caractère-là, on va pouvoir le combiner maintenant. Avant, on ne pouvait pas, là, on va pouvoir le combiner. Donc, il faut lire un peu la documentation, et sur chaque caractère, il y a une explication qui va dire ce caractère se combine, celui-là ne se combine pas. Après, il y en a certains qui se combinent souvent, genre tout ce qui est les caractères alphanumériques, les alphas comme on a là avec les trémas, etc., ils se combinent bien. Les emojis, il y a souvent le 200D là qu'on voit. C'est un caractère qu'on voit souvent. Je crois que c'est le 08 joiner, je crois, le nom du caractère. Qu'ils n'utilisent pas. Et quand tu dis qu'ils se combinent, c'est-à-dire qu'ils ont prévu le résultat possible, c'est-à-dire qu'ils ont prévu le A avec 3 trémas, ou alors ils ont dit que le tréma est combinable avec d'autres caractères alphanumériques. J'ai pas l'exact truc, je pense pas qu'ils aient prévu les 50 000 cas. Ouais, parce que du coup, d'ailleurs, ça peut être un vecteur d'attaque, pour info, ça avait été utilisé pour des vecteurs d'attaque avec des caractères qui sont énormes. Parce que vous avez un graphème qui est un caractère pour l'utilisateur. Si vous êtes Twitter et vous stockez en graphème, par exemple, je sais pas, potentiellement, vous êtes un peu mal barré si quelqu'un vous envoie un truc de plusieurs kilos. Mais non, ils définissent un petit peu, là, pour les emojis, par exemple, on peut pas anticiper, ils sont obligés d'anticiper, ça veut dire quoi de rajouter il y a des trucs, par exemple, là, il y a les paramètres de couleur, par exemple, des personnes, le sexe, qui sont définis dans les trucs, là, on les a, alors je ne sais plus comment ça marche, mais tu as un caractère de couleur ou de sexe qui est donné, et ces caractères-là, ils sont les mêmes de partout, donc je ne suis pas sûr qu'à chaque fois, ils redéfinissent. Mais...
Ouais. J'ai une question sur l'UTF-8, tu as dit on peut monter à 4 codes Unix, du coup tu arrives à un équivalent du UTF-32. Ouais. Du coup, ça avait quoi les avantages de l'UTF-32 par rapport à l'UTF-8 qui est finalement lui modulable, et du coup j'ai l'impression que tu peux gagner plus de place. C'est plus simple de calculer la length string en UTF-32. UTF-32, ah pardon. C'est quoi l'avantage de UTF-8 par rapport à UTF-32 par exemple, enfin plutôt l'inverse. Est-ce qu'il y a un avantage de l'un par rapport à l'autre? Alors déjà, je me rappelle, je suis plus sûr à 100% pour la limite à 4 pour le UTF-8. Je recheck à 100%, je me rappelle plus trop, même si j'avais mis que c'était 4, je suis pas sûr. Mais un des avantages du UTF-32 ou UTF-16 par rapport à UTF-8, c'est que c'est vachement plus rapide de calculer la longueur d'une chaîne. Tu prends l'espace mémoire, tu divises par 4, en UTF-32, c'est rapide. En UTF-16, c'est un peu plus compliqué, il faut déjà lire 2 caractères, et en UTF-8, c'est splitter une chaîne, c'est compliqué. Ouais, okay. Et accéder au caractère numéro 3, il y a besoin de lire les autres potentiellement. Alors, il y a des questions sur le chat. Alors, 3. Donc, il y a une qui demande si c'est possible de revenir sur le code Unix vs code point à la fin de la présentation. Ah, ouais. Hop. Bon. Je suis revenu sur le. Je fais la traduction. Je suis revenu sur le lien, comme de moi. C'est sur le lien pour voir le slide. Et en fait, plus précisément, on passe à consiste la différence entre l'UTF-8 et l'UTF-16 et l'application de l'exemple du chat coupé en deux. C'était un peu rapide pour lui. Ah, sur le chat coupé en deux. Oui. Je vais devoir changer de slide. Alors, le chat coupé en deux, parce que ça sera plus simple avec. Le chat, en fait, donc il y a dans Unicode, donc quelle est la. La question, c'est expliquer un peu le chat coupé en deux. Dans Unicode, il y a la définition de 16 hyperplans et UCS2 en représente un seul. Donc il y a 16 hyperplans, UCS2 représente un seul hyperplan en 16 bits. UTF-16, lui, essaye de représenter tout. Et donc, en fait, pour représenter tout en 16 bits, il ne peut pas représenter un truc qui fait beaucoup plus que 16 bits. Qui fait 16 fois 16, 16 fois 16 bits. Et donc, pour faire ça, en fait, ce que fait UTF-16, c'est qu'il va utiliser certains caractères qui sont dits interdits. C'est les ranges D800 à DFFF. Et quand il y a un caractère qui est entre D800 et je ne sais plus, il y a deux caractères. En fait, dès qu'on a un premier caractère, on a ce qu'on appelle une surrogate pair, ça s'appelle. On a un premier caractère de la surrogate pair qui va être la paire, le caractère de la paire inférieure, et on a le caractère de la paire supérieure. Et quand on a ces deux caractères, on a un caractère unique. Donc là, par exemple, on voit que le chat, c'est D83D. Enfin, si on reverse le truc, c'est le vrai caractère chat, c'est D83D, DC31. Ça, c'est le stockage à proprement parler en code unit. On n'a pas les accolades. Les accolades, c'est vraiment, en JavaScript, ça veut dire que vraiment, on référence le caractère Unicode. Ici, on référence le stockage. Quand on fait juste le backslash sans les accolades, on référence le stockage. Et dans ce stockage, on a D83D qui est la paire inférieure, qui va être combinée avec une paire supérieure. Parce que dès qu'on a une paire inférieure, on a forcément une paire supérieure. Sinon, c'est un caractère illégal. Et donc, on a paire inférieure, le 83D, et paire supérieure, le DC31. Et s'ils sont dans le bon ordre, s'ils ne sont pas dans le bon ordre, on a un petit problème. Ça ne va pas marcher. Troisième dernière question. Mais je pense que tu as déjà répondu, mais quand même, je vais la poser. C'est donc, en fait, le A triple tréma, c'est un caractère qui est copié dans le Unicode. C'est ce qui est dans. Alors, le A triple tréma. Avec le triple tréma. Ouais, et la question, c'est est-ce que le A triple tréma est compris dans le Unicode? En fait, dans Unicode, il y a A, qui a un caractère, il y a tréma, et tréma dit se combiner, est compatible avec A, et donc on peut combiner tréma avec A. Et donc dans la spec, c'est marqué comme quoi A et tréma peuvent se combiner, donc on peut cumuler des trémas les uns sur les autres. Mais la spec ne va pas définir le A triple tréma, parce que sinon on aurait pléthore de configs possibles, parce qu'on peut imaginer plein de trucs. Donc il n'y a pas tous les caractères de définir. Il y a juste le fait qu'un caractère peut être utilisé derrière un autre, et que dans tel cas, il va se mettre de telle manière à côté.
Non, je crois que j'ai m'étais éclaté, ça monte vachement haut. Tu peux mettre des CDI aussi. Tu peux faire des CDI de CDI. Un A CDI, c'est pas mal. Merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'intéresser C'est une bonne question. Non, en fait, c'est quand j'ai fait ma lib fast check de test, j'ai eu besoin de générer. Donc, qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Je me suis intéressé à représenter des chaînes de caractères et c'est une lib qui permet de générer des valeurs aléatoires, entre guillemets. Dans les valeurs aléatoires, il y a des chaînes de caractères et très rapidement, les chaînes de caractères, il y a la question de caractères Unicode un peu. Enfin, qu'est-ce qu'on peut représenter, les différentes strings et très rapidement, je suis arrivé au problème de mais c'est bizarre, ce caractère, il ne veut pas s'encoder, il est illégal, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, en fait, après, la question s'est posée et puis j'ai voulu creuser le sujet parce que c'est un sujet intéressant, entre guillemets, parce que des chaînes de caractères, on en a de partout. C'est pas le sujet le pire. Il y en a. Mais ouais, non, c'est plus pour creuser le. Non, le sujet le pire, je pense, c'est les dates, pour être franc. Mais je ne veux pas faire ce talk. Merci.